Bonjour à toutes et à tous, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous allez pouvoir participer, écouter le café littéraire de Ryan Gatiss et Romain qui va démarrer tout de suite. Donc, Ryan Gatiss est un auteur de romans noirs. Il habite à Los Angeles. Le système est le dernier d'une trilogie qui a démarré avec 6 jours, suivi par En lieu sûr. Voilà, et les questions vont être posées par Romain. Je te dis, Romain, que je te présente. Donc Romain, il est en 4e, il est bilingue parce que sa maman qui est ici est originaire d'Alaska, donc il a un papa français et une maman américaine. Il est délégué de classe depuis 3 ans déjà. Il est capitaine en course d'orientation. Il est studieux, il est blagueur, il aime rire et plaisanter. Et en fait, c'est un gros lecteur. Il aime aussi la nature, la musique, les voyages, le cinéma et manger. Et il est très à l'aise pour parler en public. Avant que Romain ne pose ses questions, Mathilde va nous lire un petit extrait, 1 ou 2 extraits du système de Ryan Gatiss. Jacob Safoulou, aka Dreamer, 8 décembre 1993, 11h22. Je vais voir Little parce que Wizard m'a dit de le faire. Et je passe par les petites rues pour aller chez sa maman. Sur tout le trajet, j'ai envie de vomir. Je veux pas aller en prison. Même s'ils viennent me chercher, c'est pas comme si j'avais le choix. Le pire, c'est que ça serait pour un truc que j'ai pas fait. Autrement, je comprendrais au moins. Mais là, je me retrouve en plein dedans. C'est ma chambre, alors c'est forcément moi. La presque arme du crime, et c'est forcément moi. La connerie de Wizard, c'est pour ma gueule. Je veux hurler pour que ça sorte. Je veux gerber. Quelque chose, n'importe quoi, mais je peux pas. Au lieu de ça, je mets un coup de poing dans une clôture sur le chemin. Je défonce une des planches bien méchamment. Ça fait tchoc. Et c'est tout. La douleur explose dans ma main. Elle déchire mon bras et je regrette tout de suite. Je me sens comme un con, c'est encore pire après. Surtout avec la main qui m'a servi à marave les autres guignols. Je la tiens contre moi maintenant, contre mon torse. Et quand je vois la maison de Little, je passe d'une montagne d'inquiétude à une autre. Je commence à penser à ce que sa mère va me dire. La tête qu'elle va faire, ce qu'elle va penser quand elle va me revoir. Si elle veut même. Little ouvre la porte de derrière. Une touffe de cheveux noirs dressés sur le côté de sa tête. Je peux pas m'empêcher de rire. Je dis, c'est fait exprès les tifs là ? Little sourit même pas. Il dit, et ta gueule c'est fait exprès ? Non, je dis. Je sourirais si ça faisait pas si mal. Tu t'es lavé au moins ? Little me dévisage. Pas vraiment, je dis. Tu t'es lavé ta gueule ou tu te l'es pas lavé ? Tu rentres ou tu rentres pas ? Je veux, mais en même temps je veux pas. Je dis, elle est là ta daronne ? Elle fait la cuisine, ma tante. Ma tante est là aussi. Il surveille ma réaction quand j'apprends que sa mère est là. Et là, je bloque. Voilà ce que je fais. Je regarde vers la cuisine. Je veux pas la surprendre. Genre faire peur à sa mère. Je veux pas encore la merder ou m'engueuler avec elle. Alors je dis juste, ta tante, celle de San Diego ? Elle habite dans le comté d'Orange maintenant. Et juste quand Little dit ça, une nouvelle odeur m'attrape et me soulève. Elle me fait passer la porte, comme dans les dessins animés quand une fumée attire quelqu'un quelque part. C'est du bœuf, des épices, de la sauce tomate, des piments. Le genre qu'elle fait un peu griller d'abord sur la flamme bleue de la cuisinière. C'est si bon que ça suffirait presque à me faire oublier tout ce qui se passe. Des îles à chasse ? Je renifle. Il y a aussi quelque chose de sucré, des bananes plantains frites peut-être. Platanos aussi. Oh là là. Little me regarde de biais. C'est bien. T'as pas oublié la cuisine Goûtée. Bonjour. Alors, que voulez-vous dire exactement par le titre ? Est-ce qu'il y a un bouton sur lequel il faut appuyer ? Non, c'est bon. Là, c'est prêt. Ok, bon. Est-ce que vous avez une définition ? Que voulez-vous dire exactement par le titre « Le système » ? Qu'est-ce que exactement le système ?
Why is this title, The System? Well, the title comes from a colloquial term for the criminal justice system. So instead of saying the criminal justice system, it's frequently referred to as the system. This can also, in American culture, refer to any number of things that are hard to understand that can potentially keep someone in a box. What's more, I think the book also describes to a degree how some of the gangs operate within a system, a code of values, but also how they do what they do and why they do it. En fait, l'expression le système, ça fait référence à trois choses. Principalement, c'est d'abord une expression orale très utilisée aux États-Unis pour définir ou symboliser l'ensemble de la justice criminelle. Donc le système de justice qui existe et qui permet, c'est ce qui est expliqué d'ailleurs dans une des premières pages du livre, qui permet d'arrêter les gens, de prouver leur culpabilité ou pas, et ensuite de les mettre en prison et de les y garder. Donc ça, c'est le système judiciaire, en fait. Deuxièmement, c'est aussi sur un plan imagé, ça peut être l'idée d'une boîte, quelque chose qui vous enferme. Et troisièmement, c'est quand même, puisqu'on est à Los Angeles, un autre système parallèle, celui des gangs, celui en fait de la loi qui est faite non pas par la justice, mais par les gangs. Un personnage que j'ai un peu apprécié, c'est Philippe Petrillo, un agent de probation qui est censé faire en sorte que les gens respectent leur liberté conditionnelle. Et en fait, c'est quelqu'un qui c'est quelqu'un qui se croit un peu au-dessus de la loi, alors qu'il devrait en faire en sorte qu'elle soit appliquée. Et en fait, pourquoi avez-vous exploité le concept d'anti-héros ? D'un anti-héros. I think he's absolutely an anti-hero, and I think that's very perceptive of you to pick out. He was a difficult character to write. Part of my research for this novel involved spending over a year with a parole agent, so someone who actually did that job. I was very fortunate because he was extremely honorable and kind, and he helped me get into a number of jails and prisons in order to do my research for the book. And he was actually a little upset when he heard that I wanted to have a character who had his job bend the law and use the power for something other than what he was tasked with doing. So I think that's very safe to say. And the beautiful thing is, he's not completely horrible, but he's not completely great either. En fait, c'est très intéressant d'avoir sorti comme premier personnage sur lequel on porte notre intérêt ce personnage de Philippe. Philippe, c'est un agent de probation et oui, absolument, c'est vraiment un anti-héros. Bon, il est peut-être pas aussi mauvais que ça. Et quand même, pour le construire, moi, en tant qu'écrivain, j'ai vraiment travaillé pendant 1 an avec un vrai agent de probation du système de Los Angeles. Donc pendant 1 an, je l'ai suivi, j'ai travaillé avec lui. Il était même assez intimidé du fait, enfin assez impressionné du fait que j'allais me servir de son personnage réel pour construire le personnage de Philippe dans le roman. Donc bon, dans la réalité, cet homme, il n'est pas mauvais, hein, mais quand même, il fallait que j'en fasse un personnage de roman. D'où vous est venue l'inspiration d'écrire ce livre ? How did you get the inspiration to write this book? Good question. Very good question. I hope my other interviewers are taking notes. I think it started when I was really working on Siju, which involved talking to many
Angelenos about their experience of the 1992 LA riots, because everyone has a story. And the more time I spent with people in Linwood, I kept being told again and again, you know, the jails at that time in the 90s were a completely different world. They were the underworld. And it was almost as if I was being pushed toward it. Like, you know, we've never read a book that really encapsulates it, and we think you could do it. And so in a way, it was pressure from the community and from former gang members I spoke to just say, look, this is worth seeing. And if I've learned anything in my 12 years of research, it's to listen when people say there might be a story here. And from there, I was just guided to write the rest. Donc en fait, le système, c'est la troisième partie d'un genre de trilogie sur LA, sur Los Angeles. Et ça a démarré avec 6 jours qui concernaient les émeutes, les très grosses émeutes de Los Angeles en 1992. Qui se sont déroulées vraiment dans les quartiers où il y a aussi beaucoup de membres des gangs. Donc, à l'issue des événements et avant d'écrire le roman 6 jours, je me suis vraiment documentée, j'ai vraiment fait des recherches très importantes pendant une dizaine d'années sur les membres des gangs, leur vie, ceux qui avaient été emprisonnés, ce qu'ils avaient vécu en prison. Et je me suis aperçue que les témoignages de certains d'entre eux qui ont été prisonniers pendant un certain nombre d'années, leur histoire, personne n'en avait jamais vraiment témoigné. On n'avait jamais dit de l'intérieur ce qu'ils avaient vécu, d'abord comme membres des gangs et ensuite comme prisonniers qui avaient subi la répression, soit comme membres des gangs, soit simplement comme émeutiers. Donc après ces 10 ou 12 ans de recherche, oui, je me suis dit que j'avais vraiment de quoi témoigner. J'ai écrit 6 jours et puis là, maintenant, le système, c'est un enchaînement logique pour dire ce qui se passe. D'abord pour les prisonniers, le système des prisons était quand même assez différent à l'époque, hein, maintenant il y a presque 30 ans. Et donc ce qui se passe maintenant dans l'exercice de la justice, c'est le système qui exerce la justice. And I just want to add one thing to that, which is that although that was a very useful starting point, I realized quite quickly, especially spending time in this community, that not everyone understands what happens when you commit a crime. How is it investigated? What's the next step? An arraignment. You know, you plead guilty, not guilty, or no contest. Then you end up in jail. You get bonded or you don't get bonded out. Then you have a pre-trial hearing. Then if you're still in the jail, if you can't afford to get out, you have to wait until trial. So in a way, writing this book gave me an opportunity to show people, look, this is how criminal justice in the US works every step of the way, from beginning to end. And I suppose it was a little ambitious to write a book that starts with one crime and takes it all the way to the judgment in court and the aftermath as it's felt on the streets. But to me, it seemed something worth attempting, because in my experience, Americans don't often have a real understanding of what happens to you when you commit a crime. Oui, donc en fait, l'expérience que j'ai eue en interrogeant les gens et en essayant de bien connaître leur histoire, ça m'a permis de me rendre compte qu'il y a plein de personnes qui sont dans ces situations de pouvoir être inculpées pour des faits ou d'autres, qui ne savent même pas comment ça se passe après. Il y a plein de gens qui entrent, entre guillemets, dans le système judiciaire, qui ne savent pas ce qui va leur arriver. S'ils n'ont pas les moyens de payer une caution, si leur famille ne peut pas payer de caution pour qu'ils sortent, en fait, ils restent en prison en attendant le jugement. Et ils ne connaissent même pas les différentes marches du processus, ils ne connaissent pas bien le cheminement de la justice. Donc moi, ça m'a paru à un moment donné très important de montrer pour ces gens-là et pour tout le monde aussi aux États-Unis le vrai cheminement, donc ce qui constitue le système, comment ça fonctionne vraiment de l'intérieur et ce qui attend les gens qui commettent un crime. Il faut qu'ils sachent après
tout ce qui va se passer. Et bon, c'est peut-être un peu ambitieux de ma part, mais c'est vrai que ça me paraissait très important de dire, d'expliquer et de bien montrer tout ce qui se passe à partir de l'arrestation jusqu'à la fin de la punition. Avez-vous fait des recherches supplémentaires pour écrire ce livre ou pas? Oh, wow, another good question. You know, I was very lucky to have done 3 years of research on Sijuo and another year of research on Lucio. So there was a base to build on. And when I know the story, I can be more focused. With the system in particular, I had to stop because the LA Sheriff's Department would not allow me to visit the jails. Los Angeles Sheriff's Department. It was only when I had to call in a favor that I was able to actually start visiting the jails, because I don't generally like to write something if I haven't been able to stand in the places where my characters stand. I want to be able to feel it. I want to be able to actively imagine my characters moving around, the obstacles they may encounter, because I think that makes it more real for me, and that will make it far more real for readers. En fait, bon, j'avais déjà fait des recherches pour 6 jours, je les ai complétées ensuite pour mon deuxième livre. C'est vrai que là, j'ai eu vraiment envie de retourner voir en particulier ce qui se passait. Bon, j'avais déjà une base bien importante, bien solide. J'avais besoin de préciser un certain nombre de choses, en particulier sur les conditions de vie dans les prisons. Il y a un moment donné où le système policier judiciaire de Los Angeles ne m'a pas autorisé à aller en prison, donc j'étais un peu embêtée. Puis finalement, j'ai réussi à aller visiter une prison. J'avais vraiment besoin de me rendre compte très précisément, on pourrait dire géographiquement, du lieu où les gens étaient détenus, des conditions de détention. Et pour décrire les personnages, pour décrire ce que vivaient les personnages, j'avais besoin d'être allée sur place. Donc ça, c'était, oui, très important de pouvoir visiter la prison. Pourriez-vous expliquer l'intérêt des épigraphes au début de chaque chapitre? Every chapter is introduced by a quotation. Could you explain how you chose them, or why you decided for one or the other? Fire. In each case, I was very interested in trying to bring context, historical context, to the world. And there's one particular epigraph where I make it clear that a sitting US president, George H.W. Bush, actually opened the jail that the characters find themselves in later. He's the only sitting US president to ever open a jail. It was clearly meant as a political act, and it ultimately is the only supermax jail in America, and it's because of the gang problems in Los Angeles. No, he opened a jail. He stood there and he gave a speech. No, he stood outside. Even outside? Yeah. But it was something to be caught on camera. And the others, nobody did. I mean, no one president did the same. Non. Ouais, bon, on s'explique un peu parce que c'est vrai qu'il y a des choses, déjà, il faut que ça soit clair entre nous. Donc, on parlait, Romain posait une question sur les citations qui introduisent chaque chapitre. C'est vrai que donc Ryan dit « Oh là là, mais c'est un peu difficile maintenant d'aller rechercher les raisons pour lesquelles chaque chapitre est introduit par une citation précise. » Mais dans chaque cas, j'avais idée de
donner une référence, introduire un contexte. Et c'est vrai qu'en particulier, il y a ce contexte, oui, du moment où George W. Bush a été, donc c'est ça sur quoi on discutait, on ne peut pas dire qu'il ait rendu visite à une prison. Il a juste été à l'extérieur d'une prison et il a fait un discours en faisant ouvrir la porte extérieure de la prison. Donc il se tenait à l'extérieur de la prison et il n'a même pas pénétré à l'intérieur. Mais bon, bref, il a fait un discours qui était adressé au public à partir de la prison. Et de toute façon, c'est le seul président américain qui se soit jamais préoccupé même de s'approcher d'une prison. Are you looking for it? Yes, one moment. On est en train de chercher la citation. Hey. Avec une version française, une version américaine, on va y arriver. Okay. So just to add some context to the acuity of this question, these are the president's words as he was dedicating the jail facility. I will ask him to read it. En français. Or I can Ouais, read it, ouais. just to have the exact words of the quotation. So I'll read this one, Yeah. and then I'll do in custody, and I'll do. Merci beaucoup. Let me close by paraphrasing William Blake. Prisons are the concrete of justice. Prisons are very much about the real world. There's a tendency, particularly among people of great sensitivity, to think about justice in airy and abstract terms. The idea, for example, that in spite of crime, all people are basically good. But it is unwise to think in the abstract when it comes to crime. Most people are good, but some, let's face it, are not. Donc c'était la citation de George W. Bush sur justement la justice et les gens qui ressortent de la justice. On va lire cette citation. Non, c'est pas celle-là, c'est d'abord celle de... And we go back. Okay. Oh, yes. Je vais conclure en paraphrasant William Blake. Les prisons sont le béton de la justice. Les prisons parlent bien du monde réel. Il y a une tendance, surtout parmi les gens très sensibles, à voir la justice de façon abstraite. L'idée, par exemple, qu'en dépit de la délinquance, tous les humains sont fondamentalement bons. Mais il n'est guère raisonnable de penser la criminalité en termes abstraits. La plupart des gens sont bons, mais soyons lucides, certains ne le sont pas. C'était le président qui citait William Blake. William Blake. Well, actually, I have all of them. Même exercice avec un autre. Number 5, that's number 5. Five. Where? Okay, I got 4. I got 2, I got 4, and I got 4 and 6. I got 2, 4, and 5. I found Baka. That's 6. This is fun. Okay. Come on. No. Wait a second. It's just that before 30. Just before 30. Normally, each one has Before chapter 3. yeah, 45. right before. 31 and yes. Parfait, parfait, parfait. Very good. Amazing. So, because President Bush paraphrased William Blake, I put the actual Blake quote in there so readers could decide for themselves. So instead of prisons are the concrete of justice, what William Blake actually said is that prisons are built with stones of law. Yeah. Donc, en fait, la vraie citation de William Blake, c'est « Les prisons sont bâties avec les pierres de la loi et pas le ciment de la justice ». Donc voilà, on a rétabli dans la partie 5, on a rétabli la réalité de la citation de William Blake par rapport à ce qu'avait dit Bush. Ok, thank you.
I still have more questions. I'm ready. Yes, okay. Pouvez-vous citer vos influences littéraires? Where are my influences? Yeah. Literary influences. Oh, another good question. You know, it's interesting. I think when I was quite young, I absolutely loved reading Mark Twain. His understanding of voice and rhythm and character and first person was really, I think, a pretty profound impact on me. And then years later, when I started writing in the first person, it seemed to me that I already had a guide for understanding that the engine of voice is something that could drive a character forward and could drive a narrative forward. On top of that, I would say, I don't know if he's I don't know if there's the easiest connection, but Salman Rushdie's Midnight's Children is one of the most profound reading experiences I've ever had. I didn't know it was possible to write a book that was that big and had an incredible premise and all these characters. And so maybe it's possible. Maybe there's a connection there, since I tend to write books with many characters and many voices. On top of that, I would say perhaps David Mitchell, who wrote an excellent book. David Mitchell, who wrote an excellent book called Black Swan Green. And it's not a book that people often talk about in regard to his best work, but for me it's his best, because the internal voice of the narrator is so complex and so beautifully rendered. It's all told from a young teenager who has a stammering problem, and so physically he will not be able to say certain sounds. So he can feel that he can't say something. So he learns every synonym that he can possibly learn. And so his brain becomes quite like a parallel brain. He's saying something and he cannot say an S sound or a T sound or a D sound. And so he has to go, okay, here's the word I mean. And along the way, we see an incredible intellect being built, and it's very much one of my favorite books. And so what is the title? Black Swan? Green. Like Black color. Swan Green. Yes. Black Swan Green, yeah. Fascinating. We are going to read it. Pardon? Le fond des forêts? Wow. Pour Black Swan Green, c'est génial. Alors, on commence avec Mark Twain. Bon, la première référence, c'était donc Mark Twain, parce que Mark Twain raconte l'histoire d'un adolescent, vous le savez, qui s'exprime à la première personne. Et c'est très, très formateur, tout ce qu'il raconte, cette espèce de voix qui, en effet, s'exprime toujours, la voix du personnage et la narration qui est mise en place. Et puis, toutes les lectures qu'on peut faire aux enfants avant qu'ils s'endorment, enfin les lectures de contes, etc., il y a toujours une narration qui se met en place, qui est très intéressante, et en particulier donc celle du roman qui s'appelle Black Swan Green, l'expression d'une voix intérieure qui est très importante, qui est assez fascinante parce que le personnage a des difficultés à prononcer certains sons. Donc, comme il sait qu'il ne va pas pouvoir dire certains mots, il se construit une espèce de monde parallèle. Il y a deux mondes avec deux types de vocabulaire. Il y a des mots qu'il ne peut pas dire, donc il remplace. Il a une espèce de construction mentale qui se construit pour remplacer certains mots qu'il ne peut pas dire. Et donc, toute une gymnastique de la narration, une gymnastique de l'énonciation, qui de cette façon se construit et qui, oui, vraisemblablement m'a influencée parce que ça donne une gymnastique d'esprit pour construire sa narration. À quel personnage vous identifiez-vous le plus, et est-ce que vous sentez que votre livre évoque une expérience particulièrement américaine ou sinon universelle? Can you identify with one of the characters? And mostly on the whole book, do you think it can transmit more an American experience or a universal experience? Sure, wow. I think I connect and relate to a number of characters.
certainly with Dreamer, who in some sense is the main character in the book, who is thrown into something far beyond his comprehension and is forced to make difficult decisions. Certainly I've not had the exact same path, but throughout the course of my research, there have been times I've had to make very difficult decisions and occasionally been in very difficult situations. But I had to push through. Also, the character of Angela, I mean, someone who works so hard and makes mistakes, but it's because she wants something bigger and something better. That I think means a lot to me, and at the same time also Scrappy, another female character. She has dealt with a very violent act that happened to her, which she had no choice about. She was the victim of the crime, and yet she lives, and she must keep going, and she must find a way to reconcile what happened to her. Let's start with that, and then we'll do the second part. Il y avait en fait deux questions dans une, donc on va d'abord répondre à la première question. La première question, c'était donc les personnages avec lesquels l'auteur peut s'identifier ou au moins avec lesquels il se sent une grande proximité. Donc oui, peut-être le personnage de Dreamer. Le personnage de Dreamer parce qu'il doit prendre des décisions vraiment difficiles. Il est confronté à des gros problèmes, il doit prendre des décisions. Et moi, bien sûr, je n'ai pas vécu le même parcours, je n'ai pas vécu les mêmes difficultés, mais il y a toujours dans la vie, en particulier dans les recherches que j'ai faites, des moments où j'ai dû prendre des décisions. Et c'est vrai que quand on est vraiment confronté à ce souci, à ce problème de devoir prendre une décision, quelque part, le personnage de Dreamer est un modèle. Ensuite, le personnage d'Angela, parce que elle travaille vraiment, elle bosse fort, elle veut améliorer sa situation, elle fait énormément d'efforts, elle est tout le temps sur la brèche. Donc Angela, c'est vraiment un personnage auquel on peut être attaché. Et puis Scrappy, c'est la victime, elle a subi quelque chose d'affreux, mais elle est là et elle doit se reconstruire et en ce sens aussi, on est proche d'elle. And as for your second question, Yes. Ah. do you want to restate? Oui. Quelle expérience américaine particulière, sinon universelle, cherchez-vous à évoquer dans votre fiction? Yeah. So certainly I think it is a very specific American experience in a very specific time, tied to the culture and the subcultures of Los Angeles. However, if I wrote it well enough, it should show the humanity of the characters, the difficulty of the moment, the pain, the most human elements of it. And I think to cut to the human heart is a tunnel to the universal. And I'm profoundly influenced, I think, in some of my work by cinema, including French cinema. And so, for example, the film Un Prophète, Un prophète. Voilà. Had a very profound impact on me. I saw La Haine, the hate, La Haine, many years ago when it first came out, and that was a real jarring experience. And so I think, although those films were French, they hit me in the chest. They hit me where I lived. They were very understandable to me, even if I had to read subtitles. And it's because of the humanity in both stories. Oui, donc ce livre, c'est vraiment un livre américain. Ça explique vraiment, comme on l'a vu, le système judiciaire américain. C'est spécifique à la fois pour le lieu, pour l'histoire et pour le temps, enfin l'époque dans laquelle ça se situe. Mais comme tout roman, finalement, en tant qu'auteur, on cherche l'universel. Et c'est l'intérêt humain des personnages qui ouvre vers l'universel. C'est le cœur humain qui est partout le même et qui permet d'ouvrir vers l'universel. J'ai eu des modèles, en parlant par exemple de ces gens qui vivent la société du crime, dans le cinéma et en particulier dans le cinéma français.
avec le film qui s'appelle Un prophète, ou bien avec le film La haine. Même si je lisais les sous-titres pour bien comprendre, eh bien, il est certain que j'ai été très touchée par ces films. J'ai été très touchée parce que leur universalité venait justement de la façon dont ils traitaient l'humain, dont ils traitaient le cœur humain, dont ils traitaient les sentiments. Et donc, c'est ce que j'essaye de faire aussi. Dans une justice idéale, quel aurait été le verdict à la fin? Dans une justice idéale, quel aurait été le verdict à la fin? Mais dans quel cas? Dans le cas d'une justice idéale. In case of ideal justice, what would what would be the sentence at the end? I'm sorry, I don't know. At the end of the book? The sentence for the characters who are on trial. If you'll allow me to say so, I think the ending of the book is the ideal sentence in this case. And unfortunately, it's not the kind of sentence that is often seen in the courtrooms of Los Angeles. When you see multiple gang members up for trial, it is very common for all of them to be convicted and to be guilty. And in a situation such as this, where the quality of one's defense lawyer is so important, this is very true in America to this day, that it can make a difference at the end of the book. I'm trying not to ruin anything as I'm saying this. I think for me was an incredible moment, but at the same time, remember, we have a double ending, right? It's not just what happens in the courtroom. It's also what happens immediately afterward to someone, well, no, but to someone who may have been responsible for framing other human beings. Okay. Bon, alors là, c'est vraiment difficile, hein. Je ne sais pas si vous avez bien entendu la question. C'est dans le cas d'une justice idéale, quelle pourrait être la fin, enfin, quel pourrait être le jugement final pour une justice idéale. Donc, Ryan est bien embêté et il vous dit, ou il nous dit, justice idéale, bon, c'est pas terrible, c'est un peu difficile à cerner. En fait, moi, je trouve que dans le livre, enfin, ce que j'ai donné comme fin au livre, bah oui, dans une certaine mesure, c'est la justice idéale. Enfin, c'est ce qu'on pourrait souhaiter. Et puis, il faut aussi se rendre compte qu'il y a deux fins. Enfin, il y a deux possibilités de fin, hein. Il y a une double fin. Il y a effectivement le jugement, ce jugement final qui est rendu, et puis il y a encore quelque chose qui se passe après et qui rend un autre jugement en fait. Donc bah voilà, on en reste là en ce qui concerne la justice idéale. Vous voyez-vous comme un écrivain appartenant à un courant américain particulier ou pas? Special relationship with other writers? How can you define a contemporary writer? I would say no. I would say, you know, at this point in my career and my art, I'm also part of an art crew in Los Angeles, and we primarily do murals. We do work in schools teaching young people to paint. You know, I work with PEN America, which is a writing justice organization. I mentor writers in prison to potentially have more opportunities after they are able to pay for their crimes and re-enter society. I think in so many ways these shape my worldview, but at the same time, I just want to write about human beings, and I want to write a story that is not often told and yet can impact anyone at any time, and that's really what the criminal justice system is in America and can do. Donc la question c'était, est-ce que j'appartiens à un courant particulier de la littérature américaine contemporaine? Non, j'ai pas le sentiment d'appartenir à un courant.
D'abord, bon, je suis écrivain, c'est vrai, mais donc j'écris des livres, oui, mais je fais aussi de l'enseignement, je fais du street art, enfin, je participe à des groupes qui font de l'enseignement dans les prisons. J'appartiens à un groupe qui fait des peintures murales, de la peinture, donc ce qu'on appelle du street art. Finalement, j'appartiens à des groupes que je choisis, c'est des choix personnels. C'est pas un courant général, c'est des groupes qui correspondent à mes choix personnels. Ce que j'aime, c'est rencontrer des gens et donc après, dans mon écriture, raconter la vie des gens, raconter justement ces expériences humaines, raconter des expériences, could we say individual? Yeah. Finalement, des expériences individuelles. Je rencontre et je raconte des histoires qui sont des histoires liées plus aux individus et au devenir des individus. Avez-vous des nouveaux projets d'écriture, des teasers à partager? Yes, I am working on a new book. I am thinking about what I can reveal about it. It's similar in that it's set in Los Angeles, but it's more contemporary. It's set in 2019, so only a couple years ago. It's in a Linwood, same place, but in a place that has changed a lot in a very short period of time. Linwood is a far less violent place in 2019, and a lot of that has to do with the gangs no longer fighting because one gang won, and there's peace. Yes, there's peace now. But within this environment, very unfortunately, there is a killer who is hunting young people, and the sheriffs believe that it is all gang related, so they will not do anything about it. And so the gangs decide, we have to do something about it. It's called Hunters. Okay. You're sure? Ok. Alors oui, bon, parler des projets, c'est difficile, mais oui, bien sûr, j'ai un nouveau livre qui est en route. Je ne vais pas vous dire très précisément quoi, mais je peux quand même vous donner des idées. Ça se passe toujours à LA. Ça se situe de façon assez proche de nous, en 2019. C'est toujours à peu près au même endroit, ce quartier de Linwood. Ce qui change, c'est qu'en fait, dans l'intervalle, il n'y a plus de guerre des gangs parce qu'il y a un gang qui a été complètement supprimé, rayé de l'histoire. Donc, il y a encore, bien sûr, un gang éventuellement en activité. Et surtout, dans l'histoire, il y a un meurtrier. Donc, ce meurtrier, la police d'abord a l'impression qu'il appartient au gang. Donc, la police ne fait pas grand-chose puisque, bon, elle n'a pas l'impression qu'elle peut vraiment agir. Et comme ce meurtrier n'appartient pas au gang, en fait, c'est le gang lui-même qui décide d'aller à la chasse, entre guillemets, du meurtrier. Et le livre va vraisemblablement s'appeler Hunters, c'est-à-dire les chasseurs. Moi, je crois que j'ai terminé. Alors, je sais pas. Je vais laisser la parole au public. Oui, alors, est-ce que vous avez des questions? Louder. Est-ce que vous avez des questions? Avez-vous des questions? Would you have any questions? Vous aurez toutes les réponses à vos questions en lisant le livre. So your book is based on the system in Los Angeles. Is it different in other places in the States? Yes, it's actually very different because, it's the United States. So each state is in control of their own criminal justice system. Each state has its own Supreme Court. So when a case is appealed, it goes to the state Supreme Court.
If it's a really big deal, it goes to the national Supreme Court. But you also have to deal with counties and cities, and it can be very confusing. But in a place like California, that is as large as some countries on Earth, there are so many problems and issues. And in so many ways, I think Los Angeles leads the United States on some things. So initially, the idea of being tough on crime really comes from the Los Angeles of this era, when the president is saying, it's really important to open this jail in California, in LA. The idea of the three strikes law comes from California and spread across the country. That means if you commit 3 crimes, by the time you commit the 3rd crime, it is a mandatory sentence. 15 to 20 years in prison. It doesn't matter what you did. You could have been like Jean Valjean and stolen some bread or an orange or anything, and you get 15 to 20 years. And I've spoken to some judges who were very upset by all of that because they felt they could not exercise their judgment. The whole reason they have that job. The good news is there has been some rollback, and interestingly enough, maybe 2 or 3 years ago, prison reforms, which is a movement that is fits and starts, but it is moving across the United States, really started in California. And it started with the voters. So the voters were actually given the opportunity to reduce the population, the jail population and the prison population. And by and large, it has been incredibly successful. It has cost the state far less money to incarcerate so many people. And most importantly, and this is something that is perhaps closer to my heart, apologies for the very long answer, it's a great question. I've spent time going to juvenile jails, and it has greatly reduced the amount of young people in jail. And that means that those young people spend more time with their families and not behind bars learning new, not so great things. And that's really, I think it's been a triumph within California, and I hope it's something that continues across the United States. En fait, bon, le système, non, n'est pas du tout uniforme, puisque les États-Unis, c'est un État fédéral. Il y a l'aspect fédéral, mais il y a l'aspect différent dans chaque État, et même dans chaque comté, et même dans chaque ville. En plus, alors j'anticipe un peu sur ce qu'il a dit, en plus, vous savez qu'il y a un certain nombre de gens qui sont élus. Par exemple, les shérifs, les juges, en partie, sont élus. Ce n'est pas du tout un système de nomination par le haut comme on a dans les pays, je ne sais pas comment on dit, centralisateurs. Donc, c'est vrai que la Californie et donc la région de Los Angeles a beaucoup influencé le restant des États-Unis. D'abord pour l'application, enfin pour la justice, c'est-à-dire donc ce qu'on peut appeler le système, et l'application des peines. Alors, c'est différent parce que dans chaque État, après la justice locale, il y a l'éventuel appel à la Cour suprême. Chaque État a une Cour suprême. Et après, s'il y a un appel qui est fait, ça va à la Cour suprême fédérale. Donc là, c'est un échelon fédéral. Mais sinon, c'est vrai que le système californien a beaucoup influencé les autres systèmes de justice des autres États. Il y a eu un genre d'influence générale sur les États-Unis. Parce que depuis longtemps, sans doute maintenant, je ne sais pas, 40 ans, la Californie a commencé à rendre plus dure sa justice, faire une lutte beaucoup plus systématique contre la délinquance. Et vraiment, il y a eu un durcissement des peines qui s'est aussi traduit dans les autres États des États-Unis. Il y a par exemple l'exemple du fait que quelqu'un qui commettait 3 peines, enfin qui commettait 3 faits criminels, excusez-moi, si on accumulait plus ces peines de façon arithmétique, mais il avait obligatoirement une peine qui était au moins 15 à 20 ans de prison.
Donc Ryan disait, vous savez, c'est un peu l'histoire de Jean Valjean, même si la troisième peine, c'est il a volé du pain. Bon, peu importe, c'est la troisième peine, pouf, ça lui tombe dessus et c'est 15 ans, quoi. Donc ça, il y a même des juges qui se sont un peu opposés à ce système parce que ça devenait tellement rigide, ça devenait tellement dur que c'était invivable. Et il y a eu, à l'encontre de ça, et c'est à nouveau la Californie qui a été leader, et ça c'est vraiment une bonne chose, il y a eu une réforme des prisons parce que le système judiciaire et le système de l'emprisonnement étaient tellement durs qu'il y avait foule dans les prisons étaient surpeuplées. Et la réforme des prisons qui a été donc appliquée, elle a été d'abord à l'initiative des électeurs. C'est vraiment des décisions qui ont été prises par les électeurs qui ont permis de réformer le système des prisons, de réduire le nombre des prisonniers et surtout de façon assez explicite de réduire le nombre des jeunes en prison. On a trouvé des peines de remplacement, des peines qui pouvaient être faites en gardant les jeunes dans leur famille, par exemple, au lieu d'être emprisonnés, parce que très souvent, la prison a une influence négative sur les jeunes. On leur apprend à devenir encore plus délinquants. Donc vous voulez lui demander s'il voudrait aussi écrire sur un système européen? Would you like to write something about a European example, a European system, a European fact? I don't know. Would you be interested in writing about something which is not American? Ah. The beauty of being a novelist, for me, is that I can always learn more, and I can always sit down with people who can help explain things to me. So whether it was Siju, where I was meeting with firefighters and graffiti writers and former gang members, or whether it was On Lusu, where I was meeting with safe crackers who were explaining how to crack safes, you know, I would say perhaps, you know, the label of only writing what I know doesn't quite apply to me, because I always try to know more. I always try to learn more, meet new people who are, in many cases, professionals, no matter what that milieu is. To the question, I would be very interested in doing that, but only, I think, if I have the right guides, you know, who can help cut through tape, so to speak, cut through BS, and perhaps help me to understand things quickly and grasp them. I've been lucky to do events in the United Kingdom, in prisons there. It's something I also went to university in England, so I think I'm certainly open to learning more about that system and how it works. But I try, you know, I know a lot of my work is coming from Los Angeles now. It's where I live. It's where a lot of my, you know, intellectual support system is. But I'm open to writing about anywhere, anytime I'm really moved by a situation, a plight that I think goes beyond simply being human, but is perhaps being human in a situation where there are many difficulties and not many choices. That's what's fascinating to me about a good story. Donc je vais commencer un peu par la fin. Je n'écris pas seulement sur des choses que je connais. J'aime beaucoup, pour écrire, me documenter, justement, prendre des informations, rencontrer des gens, aller à la recherche de matériaux véritables. Donc c'est très important pour moi que j'apprenne chaque fois que j'écris un livre. En fait, l'écriture, c'est chaque fois l'occasion d'en apprendre plus sur, finalement, ce sur quoi j'écris ensuite.
Donc, le faire ailleurs, pourquoi pas? Pour l'instant, c'est vrai que j'ai écrit beaucoup en me fondant sur mon expérience à Los Angeles et le fait que c'était des milieux, même si je ne les connaissais pas bien, que je pouvais justement contacter, fréquenter, etc. Mais aller ailleurs, oui, bien sûr. Je connais par exemple le Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, je suis allée à l'université, j'ai posé des questions sur le système judiciaire, je me suis documentée aussi sur un certain nombre de choses, bien sûr, j'ai posé des questions. Donc, si la situation se présente, pourquoi pas? Je pourrais, bien sûr, si j'avais un guide, un guide fiable, un guide responsable, pourquoi pas? Je m'intéresse aux situations quand elles présentent des difficultés, quand il y a un certain nombre de difficultés qui sont présentes et quand il y a finalement un nombre de solutions assez réduites, quand il faut faire des choix. C'est ça qui m'intéresse, c'est me confronter à des situations. Let go and face other... I don't know. 2 minutes. 2 minutes left. Si vous avez une question pour une réponse de 2 minutes. 2 minutes de pause. Why did you choose the 90s for your two first novels? Because of the situation itself, probably. I think the history played a very large role in choosing those times. The system naturally flowed from Séjour because those 6 days of the LA riots changed criminal justice. There were decisions made about how people were being jailed, the conditions with which to jail them. 3 strikes came right after that. So the idea of, oh my gosh, we have an entire group of people who are committing crimes all the time. We have to make sure if they do it 3 times, they're gone. And it was interesting to delve into the changes. But there was also, the pendulum goes back and forth. So there's 3 strikes on one extreme side, and on the other side, there's lenience and understanding, and that's drug court. So drug court plays a small part of a subplot in the book for a character who is having problems with drugs. And instead of being sent immediately to prison and being put in a horrible situation, there's a new option for him that had never existed before in the state of California, and it only started in 1994, was the ability to show compassion. Bonjour. To show compassion and to treat the person and not the crime. So I thought, here are 2 incredible poles that I could balance a plot with. And I think that's what really drew me to that particular era for the system. And obviously, it goes without saying, with Séjour, it was that 6 days. And a ticking clock. It was its own historical moment, and it completely changed America. So. Oui, 1992, les émeutes de Los Angeles pendant 6 jours, c'est en fait vraiment un événement historique pour les États-Unis. C'est un moment où, à partir de ces émeutes qui durent 6 jours, il y a des choses vraiment nouvelles qui se mettent en place. La justice est confrontée à un nombre d'inculpés qui est complètement démentiel pour... une période comme ça. Donc il faut mettre en place un fonctionnement de la justice qui puisse peut-être garantir la sécurité après ces 6 jours. Et en même temps, il faut inventer, et ça s'est proposé aussi à ce moment-là, pour des délits mineurs, ou des délits moins importants, de nouvelles possibilités. Donc il y a 2 orientations qui se mettent en place à partir de 1992. Il y a 2 pôles véritablement d'évolution. Une orientation plus dure, une orientation
je ne sais pas comment on peut dire, pas plus laxiste, mais presque. Et c'est vraiment, donc il y a l'événement historique et puis il y a ce que ça a pour conséquence dans la société civile et ce qui dépend en effet de ces évolutions. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.